Voici donc le sommaire du webinaire aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par le témoignage de la commune de Reny, par Axel Tréhin. Ça nous a paru important de commencer par un témoignage qui venait du terrain, qui est d'une commune qui ne bénéficiait pas d'avantages particuliers, de subventions particulières, mais qui s'est lancée dans une démarche en faveur d'une amélioration de l'alimentation et d'un changement de ses pratiques en termes d'approvisionnement. Et ça nous permet de rejoindre les enjeux qui sont extrêmement importants, c'est-à-dire ceux de relier les différents acteurs sur le territoire. Et c'est derrière ce qu'on a comme aide, il y a aussi énormément un besoin très important, je dirais, d'échanges entre les élus, d'échanges entre techniciens, élus, différents opérateurs. Donc, c'est ce que nous verrons par la suite. Ceci pendant une quinzaine de minutes. Nous enchaînerons avec donc la présentation d'Aurélie Thomas, responsable PNA à la DRAF Centre-Val de Loire, qui nous présentera de façon claire et exhaustive la mesure 14 du plan de relance pour voir exactement où on en est, ce qu'on sait, les dates, les échéances, la façon de procéder, les seuils, enfin toutes les questions très pratiques que vous pouvez vous poser. J'enchaînerai ensuite avec l'accompagnement du réseau Bio Centre Val de Loire, avec les mesures d'accompagnement, les formations, tous les dispositifs de diagnostic, d'aide qui peuvent justement soutenir les volontaires dans la façon de renouveler leur matériel de cuisine, de former leur personnel, d'intervenir dans les lieux de restauration. Donc tout ça, ce sont des compétences que nous avons développées au sein du réseau et qui existent aussi au sein de structures partenaires sur le territoire. Et donc, ce sera une présentation de ces dispositifs et de ces mesures d'accompagnement. Et je laisserai ensuite la parole à ma collègue Marine Carassé qui vous parlera d'une façon de valoriser sur le territoire les actions qui auront pu être mises en place, aussi bien en termes de développement des surfaces bio que de la restauration en domicile et des pourcentages de produits bio introduits à travers le dispositif Territoire Bio Engagé. Nous conclurons par 15 minutes de questions. Donc, vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions sur le chat en fonction des interrogations que vous pouvez avoir. Étant donné qu'on est très nombreux et qu'on a décidé de faire un webinaire assez court, un webinaire d'1 heure, on va essayer de couper au minimum. Donc, vous pouvez noter tout ce que vous voulez sur le chat, sachant que lors de la dernière partie, vous pourrez aussi prendre la parole et participer oralement si vous avez des questions. Si certaines questions n'étaient pas traitées pendant ce webinaire, pensez quand même à bien les noter parce que par la suite, et d'une, vous pourrez recontacter les intervenants de ce webinaire et de deux, nous donnerons réponse à un maximum de questions et nous enverrons les réponses par mail aux participants. Donc 14h, 15h. Je laisse la parole et le clavier et la souris à Axel Tréhin de Reny. Oui, bonjour à tous. Donc, Axel Tréhin, je suis adjointe à l'urbanisme et aux finances et également à l'alimentation à Reny, précédemment maire dans le mandat d'avant. Et je m'occupe de la restauration scolaire depuis 2008. Donc, alors je voulais préciser, comme l'a dit Laure, que notre commune, malheureusement, n'est pas éligible au plan de relance par rapport à la restauration scolaire parce qu'on est 10 055e commune par rapport à la dotation rurale de solidarité. On est au-dessus des 10 000 pour l'aspect financier, donc on n'y a pas droit, mais néanmoins, on continue d'y travailler. Et puis, donc, je vais effectivement vous expliquer un peu comment ça se passe à Reny. D'abord, un état des Alors, on n'a plus de son. Ah, ça y est. Pardon. Voilà, excusez-moi. Donc, je vais juste rapidement vous présenter la restauration scolaire de Reny. C'est une restauration scolaire en régie directe. On a entre 180 et 200 élèves tous les ans. Ça dépend un petit peu du nombre d'élèves qui arrivent et qui partent. Nous servons donc, en 2019, nous avons servi 23 744 repas, soit environ 170 repas jour. Actuellement, la part de produits bio et locaux, elle n'a pas trop bougé par rapport à 2019. Elle est autour de 23%, 23,21%, avec 11,5% de produits biologiques locaux
et 11,71% de produits locaux, donc qui ne sont pas biologiques ou qui sont voilà, en agriculture raisonnée ou autre. Le personnel, donc nous avons 2 agents à temps plein dans la cuisine et un agent 2 heures chaque matin qui a été rajouté, je dirais, quand on a décidé d'augmenter la part de produits frais, donc notamment de légumes et de fruits. Donc ça fait déjà, je dirais, une dizaine d'années. Donc chaque matin, entre 7 et 9 heures pour aider notamment à l'épluchage. Et puis ensuite, on a un agent qui se rajoute le midi pour la vaisselle et le nettoyage. Nous servons un repas à table avec 3 services sur une pause méridienne qui dure 2 heures un quart en tout. Mais les horaires des classes sont décalés. Le coût alimentaire représente 30 000 € et le prix de revient du repas est actuellement de 5,81 €, donc alimentation, personnel et charges avec les fluides. Alors, on a à nouveau plus de son. Je ne sais pas pourquoi ça se coupe. Ok, merci, c'est bon. Alors, au départ, donc, je tiens à souligner que les élus de Reny, depuis 1989, ont toujours soutenu, je dirais, une démarche d'un approvisionnement le plus local possible et bio au fur et à mesure. Mais ça toujours, voilà, c'est une démarche qui a toujours été soutenue par les élus et notre responsable, notre gestionnaire de cantine a également toujours, on va dire, été partante et volontaire dans cette démarche. Mais c'était, je dirais, une démarche plutôt aléatoire, ponctuelle et qui n'était pas finalement organisée. Alors, au fur et à mesure des années, nous avons organisé des réunions, une sensibilisation des agents, des élus, notamment avec le GAPTO, avec Impact 37. En 2017, je suis allée avec ma gestionnaire en Dordogne aux premières assises de la restauration scolaire bio. Et puis, j'ai également visité en 2016 un restaurant 100% bio en Alsace. Voilà, il y a différentes démarches qui m'ont permis d'accroître un petit peu mes connaissances et de voir comment on pouvait arriver à augmenter notre approvisionnement de qualité. Donc, depuis 2016, on a décidé d'être plus volontariste et d'avoir une démarche un petit peu plus méthodique. Je vous en parlerai juste après. On a fait un état des lieux en interne de l'approvisionnement et le suivi des catégories de produits achetés, ce qui ne se faisait pas avant, c'est-à-dire qu'on avait les factures. Mais bon, voilà, on a décidé de calculer précisément notre part de bio, notre part de produits locaux, etc., pour voir dans quelle catégorie on pouvait s'améliorer. Et puis, donc en 2000, alors on avait des produits bio, mais en 2017, suite à notre visite en Dordogne, nous avons décidé d'acheter certaines catégories de produits en bio. C'est-à-dire, on s'est focalisé sur des catégories de produits, par exemple le pain, l'huile, l'épicerie sèche notamment, et puis bien sûr les légumes. Nous avions déjà un approvisionnement bio, mais qui n'était pas, je dirais, stabilisé. Alors, si on peut voir la diapo suivante. Merci. Alors, après la loi Egalim, effectivement, nous oblige à atteindre 20% de bio en 2022 et 50% de produits de qualité. Et également, nous devons expérimenter depuis 2019 l'introduction d'un repas végétarien par semaine. Alors, nous avons, enfin en concertation avec ma gestionnaire, effectivement, on s'est dit que ce serait compliqué de mettre en place ce repas végétarien comme ça, sans formation, enfin ma gestionnaire ne souhaitait pas, je dirais, servir des choses toutes prêtes, enfin qui seraient équivalentes en apport protéines animales, mais elle souhaitait avoir des vraies recettes et elle se sentait un petit peu démunie. Donc moi, j'avais sollicité Biocentre, on était déjà en contact avec Laure et en demandant si on pouvait organiser une formation. Donc cette formation, elle a eu lieu en 2019 sur 3 journées avec des agents d'autres collectivités, Nazel-Négron, Azay-sur-Cher et Larçay, me semble-t-il. Et donc Reny, 3 agents. Donc je vous ai remis le coup. Cette formation, voilà, avec un cuisinier qui travaille pour Biocentre, Monsieur Volin, leur a vraiment permis de mettre en place ces repas avec un peu plus de sérénité, avec des recettes et puis aussi voilà, des concordances en termes de nutrition. Alors, comme on avait effectivement rencontré Monsieur Volin, on avait discuté un petit peu de ce qu'on pouvait faire pour améliorer notre restauration scolaire, on a demandé à Biocentre d'effectuer un diagnostic complet de la cuisine
donc en 2019. Donc, je vous ai remis le coût. En 2020, pardon, et nous avons eu ce diagnostic en septembre. Hein. C'est vrai qu'avec le Covid, voilà, il y a eu des petits retards, mais donc on l'a eu en fin d'année, et on va commencer vraiment à en tirer, je dirais, à essayer de s'appuyer là-dessus pour nous améliorer. Nous avons également fait précédemment un travail sur le gaspillage alimentaire. Enfin, c'est un travail qui a été fait, je dirais, qui est fait depuis longtemps. C'est vrai que le fait de servir des repas à table est proportionné à l'âge des enfants permet vraiment de limiter le gaspillage. Bon, on voit que les repas faits sur place, faits maison, entre guillemets, fonctionnent, et on a toujours de très bons retours sur notre restauration. Et puis, avec la communauté de communes du Vouvrion et ensuite Touraine-Est-Vallée, nous avons aussi eu des pesées des restes alimentaires à l'issue des repas, et qui ont permis un petit peu de voir dans nos différentes communes où on se situait, et cela permet également sans doute de pouvoir modifier les recettes, les repas. Enfin, voilà, c'est un constat, mais qui pour certaines communes ça peut être assez élevé, et ça représente aussi un coût. Donc à Reny, on a très peu de gaspillage, très peu de restes. Donc ça dépend des jours, mais bon, voilà, on se situe dans une moyenne très basse. Donc on n'a pas de coût à gagner là-dessus, mais pour certaines communes, ça peut représenter un coût important. Autre démarche par rapport à l'approvisionnement en légumes, c'est vrai que c'est un approvisionnement qui a du mal à se stabiliser, puisqu'on travaille avec les jardins de contrat à Montreuil-en-Touraine, donc c'est du maraîchage bio en insertion depuis assez longtemps. On a expérimenté aussi à l'époque, il y a quelques années, une plateforme bio qui s'était montée dans le Marais. On a travaillé un petit peu avec elle, c'est compliqué puisque nos quantités sont quand même assez réduites, donc c'était un petit peu compliqué de travailler avec eux. On est revenu vers ce maraîchage bio de proximité, mais comme c'est ces jardins de contrat servent majoritairement des paniers, et quelquefois ils peuvent pas nous servir, donc c'est pas un approvisionnement qui est continu, et cela nous pose des problèmes. On avait mis à disposition un terrain communal à une maraîchère bio qui était installée sur un terrain privé, donc à Reny, mais ce projet n'a pas abouti malheureusement. Et actuellement, je suis en contact avec un maraîcher bio qui s'est nouvellement installé dans une commune voisine, et j'ai rendez-vous avec lui d'ailleurs à la fin de la semaine pour voir si on pouvait véritablement mettre en place plutôt une convention, enfin un contrat pour pérenniser notre approvisionnement en légumes. Je veux bien la diapo suivante. Alors, par rapport aux freins que moi j'ai constatés pour mettre en place ces démarches, effectivement, Reny, c'est une petite commune avec peu de personnel. Donc, nous n'avons pas de moyens humains dédiés pour suivre cette démarche. C'est-à-dire que c'est la secrétaire qui s'occupe des factures, qui gère, je dirais, qui suit les différentes proportions, enfin pourcentages de produits bio, etc. Donc, c'est avec un tableau Excel tout simplement. Mais il n'y a pas de personnel dédié au suivi de cette démarche d'approvisionnement. C'est soit un élu, donc moi ou d'autres élus, et puis bien sûr notre gestionnaire. Nous avons rencontré des difficultés logistiques. Actuellement, on travaille avec le magasin Biocoop. On travaille avec eux depuis 2 ans et demi. Donc, on avait mis en place, voilà, on avait une sorte de contrat, enfin, on a une convention avec eux. Au départ, ils nous livraient, et puis très rapidement, nous avons dû nous-mêmes aller chercher les denrées. Donc ça, c'est une difficulté qu'il faut intégrer. Enfin, c'est pas si simple pour nous, même si ce n'est pas des livraisons mensuelles, mais bon, néanmoins, il faut quand même y aller, mobiliser un agent, un véhicule, etc. Donc, on préférait être livré. La difficulté de sécuriser l'approvisionnement en produits frais, je l'ai déjà évoqué. Des personnels insuffisamment formés au départ. Donc, ça, c'est important de travailler sur la formation. Et puis, nous avons par ailleurs une cuisine au matériel vieillissant pour laquelle nous envisageons de changer quelques éléments en 2021. Voilà, donc c'est vrai qu'on aurait bien aimé pouvoir se raccrocher au plan de relance. Je veux bien la diapo suivante. Par rapport donc aux aspects positifs, on a une très bonne adhésion des élus, des parents d'élèves et du personnel. On dispose de quelques producteurs dans un périmètre proche, ce qui est un avantage. On a effectivement un gain coût matière en limitant le gaspillage alimentaire, je vous l'ai déjà évoqué. Et puis le fait d'introduire des repas végétariens peut permettre aussi d'améliorer
la qualité de certains produits par ailleurs, notamment la viande. Si on en achète un peu moins, on peut en acheter sans doute une viande de meilleure qualité. Et le plus, c'est la formation des agents, puisque cette formation a été très appréciée par nos agents. La dernière diapo. Alors, en termes de méthode, enfin, c'est des conseils que j'ai un petit peu remis sur cette dernière diapo. Donc, il faut effectivement se fixer des objectifs atteignables. Nous, par exemple, on a choisi volontairement en 2017 de se focaliser sur l'épicerie bio, en se disant, voilà, on choisit une catégorie de produits, l'épicerie, l'huile, enfin voilà, on souhaitait s'améliorer là-dessus, et en recherchant soit des fournisseurs adaptés, enfin voilà, donc ça c'est la gestionnaire qui s'en occupe. Donc, cibler des produits en fonction des opportunités locales, pour nous, par exemple, ça peut être la viande ou des produits laitiers, produits, par exemple, des yaourts de brebis qu'on achète localement, ou des yaourts au lait de vache qu'on achète aussi localement. On peut s'appuyer sur un diagnostic. Donc, nous, on a fait la démarche un petit peu inverse, c'est-à-dire qu'on a fait cette démarche, on mène cette démarche depuis longtemps, et on a fait faire un diagnostic finalement, parce qu'on s'est dit qu'avoir vraiment un diagnostic exhaustif de notre fonctionnement, c'était intéressant, nous permettrait de progresser. On s'appuie sur nos partenaires, Biocentre, Impact, Le Gapto, ça peut être aussi la Chambre d'agriculture ou dans le cadre d'un plan alimentaire territorial. Ce qui peut être intéressant, c'est de mutualiser des moyens et de l'expertise entre communes proches, notamment pour des communes rurales. Et cette mutualisation peut intervenir au niveau de la communauté de communes. Par exemple, pour notre communauté de communes, donc Touraine-Est-Vallée, nous avons élaboré un plan alimentaire et agricole conjointement avec le Val d'Amboise. J'ai vu qu'il y avait des personnes du Val d'Amboise, donc je les salue. On a fait ce plan alimentaire ensemble, et actuellement, on met en place un questionnaire à destination des communes. Enfin, il n'a pas encore été envoyé. On a élaboré un questionnaire sur la restauration scolaire. Et ensuite, nous souhaitons éventuellement rechercher des moyens de mutualisation ou de coordination entre les communes. La recherche de financement, ça peut être effectivement dans le cadre du plan de relance qui nous occupe aujourd'hui, ou les contrats régionaux de solidarité territoriaux, qui peuvent être des moyens de trouver des financements. Rencontrer les producteurs, voilà, je pense que c'est quelque chose d'indispensable pour mieux les connaître et connaître leurs contraintes, et puis également que connaissent nos contraintes. Je parlais des livraisons, les quantités, etc. Ça, c'est très important. Et puis, une autre possibilité, c'est aussi de recourir à un service civique, ce qui a été fait sur la commune d'Azay-sur-Cher, dans notre comité de commune, où un service civique a travaillé pendant 9 mois, il me semble, sur un diagnostic de la restauration, du fonctionnement, et en lien avec les deux autres communes voisines, puisqu'ils cherchent à mettre en place un approvisionnement commun. Voilà, donc ces différentes pistes que je souhaitais vous partager. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que ça fait 15 minutes. Merci. Merci beaucoup, Axel, pour ce témoignage très concret, très exhaustif et effectivement, pile poil dans les 15 minutes. Donc, je pense que pas mal de communes peuvent se reconnaître dans le tableau qui a été peint par Madame Tréhin. Ensuite, on se retrouve effectivement dans le cas d'une commune qui ne bénéficie pas, qui ne fait pas partie des communes qui peuvent bénéficier de l'aide aux cantines dans le cadre du plan de relance. Malgré tout, le fait de pouvoir mettre en avant ces actions de réseau, c'est quand même quelque chose qui peut permettre, si certaines communes du secteur peuvent en bénéficier, d'avoir des actions mutualisées. Et c'est pour cette raison qu'on souhaitait avoir une présentation du plan de relance qui, pour nous, aura aussi un impact sur les communes voisines, même si, effectivement, d'autres recherches de financement doivent être engagées pour les communes qui n'en bénéficieraient pas. On l'évoquera dans la dernière partie. Je vais laisser la parole, la parole et le clavier à Aurélie Thomas de la DRAF Centre Val de Loire, qui normalement devrait pouvoir passer sa présentation. Aurélie, si vous êtes, là. Bonjour. Voilà, oui, ça me semble, ça a l'air de fonctionner, c'est bon. Donc, voilà, c'est bon. Donc, je vais vous présenter donc la mesure 14 du plan de relance. C'est une mesure qui a destination en fait des cantines scolaires des petites communes.
je vais vous donner quelques éléments de contexte en fait pour resituer cette mesure au sein du plan de relance. Donc le plan de relance, il a été annoncé le 3 septembre 2020 par le gouvernement. Il y a de gros moyens financiers qui ont été débloqués pour ce plan de relance, puisqu'on a 100 milliards d'euros, avec à la fois des fonds État et des fonds européens sur 2 ans. Donc les mesures alimentation s'inscrivent dans le volet transition agricole, alimentation et forêt, pour lequel il y a 1,2 milliard de débloqués. Le but vraiment de ce volet, c'est de reconquérir, d'avoir la reconquête de la souveraineté alimentaire, d'accélérer la transition agroécologique au service d'une alimentation saine, durable et locale pour tous les Français, et également accompagner l'agriculture et la forêt française dans l'adaptation au changement climatique. Donc pour ce qui nous intéresse, on a 3 mesures en fait liées à l'alimentation, 2 mesures qui sont plutôt définies au niveau national, donc le plan de soutien aux cantines scolaires que je vais vous exposer par la suite. Également une mesure qui touche l'alimentation locale et solidaire, et enfin une mesure plus territorialisée qui s'intitule Amplification du partenariat État-région au service donc des projets alimentaires territoriaux, les PAT. Donc, pour ce qui va nous intéresser cet après-midi, c'est surtout la mesure 14, donc plan de soutien aux cantines scolaires des petites communes, que je vais donc vous détailler. Donc, l'objectif de cette mesure, c'est d'accompagner et d'accélérer l'application de la loi Egalim dans les cantines des écoles primaires des petites communes. Donc, ce sont toutes les exigences que vous a déjà rappelé Madame Tréhin dans sa présentation précédente. Donc, c'est intégrer 50% de produits locaux et bio dans la restauration collective scolaire, limiter le gaspillage alimentaire. Voilà, donc cette mesure visera à accompagner en fait ces changements. C'est proposer aussi un repas équilibré et durable hors du domicile aux enfants, que souhaite soutenir cette mesure, et sensibiliser les enfants aux enjeux de l'alimentation, donc un rôle un peu d'éducation alimentaire. Donc pour cette mesure 14, il y a 50 millions d'euros qui lui sont alloués. Ces crédits seront mobilisables par le biais d'un appel à projet national qui sera lancé par l'ASP. Donc on nous annonce une sortie autour du 15 janvier. Donc je ne sais pas si ce sera réellement le 15, mais en tout cas mi-janvier ou courant janvier, enfin fin janvier, de toute façon l'appel à candidature sera lancé. Donc, par le biais de cet appel à projet, pourront être soutenus à la fois des investissements matériels et immatériels. Donc, quand on parle d'investissement matériel, on pense plutôt à des investissements qui permettront en fait de cuisiner des produits frais et également de diversifier les sources de protéines. Donc, c'est ce qui est demandé dans la loi Egalim. Donc, sera potentiellement finançable des essoreuses, des robots coupe légumes, des bains-maries, des fours. Il y aura une liste en fait qui est en cours d'élaboration et de validation au niveau national qui sortira en même temps que l'appel à projet, qui permettra en fait aux communes de cibler et de voir si les investissements potentiels sont éligibles en fait. On aura également sûrement des investissements pour lutter contre le gaspillage alimentaire, donc la mise en place de salades bars, des tables de tri, des matériels également de pesée pour justement peser les restes alimentaires. Seront également sûrement éligibles dans les investissements matériels des travaux d'aménagement, y compris de grosses œuvres, donc modernisation, agrandissement des espaces de plonge par exemple, agrandissement des espaces de stockage, création des espaces de légumerie. Un des objectifs aussi donc de la loi Egalim, c'est également de réduire en fait tout ce qui est plastique, enfin de substituer carrément le plastique. Donc seront éligibles sûrement aussi l'investissement dans de la vaisselle durable, des distributeurs d'eau, des bacs gastro. Donc voilà pour en gros un petit peu pour ce qui serait éligible au niveau du matériel. Si on passe sur le volet investissement immatériel, seraient éligibles également des logiciels qui permettent en fait le suivi notamment de l'achat de produits durables et de produits locaux. Et seront éligibles aussi tout ce qui est ingénierie et prestations, donc notamment formation des cuisiniers par exemple au menu végétarien, formation aussi par rapport au marché public, tout ce qui est accompagnement et prestations de bureaux d'études ou d'architectes, donc par exemple la mise en place d'espaces de stockage de fruits ou d'installation de salade bar, tout ce qui est diagnostic, audit rentrerait donc dans le cadre de ce type d'investissement. Concernant donc le taux d'aide maximum qui pourrait être
appliqué. Donc, ce serait 100% en fonction d'un plafond, un plafond qui est défini en fonction du nombre de repas servis par les communes. Donc, on pourrait aller d'une subvention de 3 000 € pour les structures qui ne servent pas plus de 23 repas par jour. Et on pourrait aller jusqu'à 33 600 € pour les établissements qui servent plus de 40 repas par jour. On a également 3 plafonds intermédiaires. Donc, en dessous de 50 repas jour, on peut atteindre une subvention de 6 300 €. Pour 100 repas jour, inférieur à 100 repas jour, 11 200 € et inférieur à 200 repas jour, 19 600 €. On a vu donc le matériel qui était éligible et maintenant quelles sont les structures qui seraient éligibles à cette mesure. Ce sont les communes qui sont éligibles à la DSR, la dotation solidarité rurale. Donc je remercie Biocentre qui a fait un travail de cartographie en fait des communes éligibles. Donc c'est tout de suite plus visuel. En tout, on a 427 communes qui seraient éligibles. On s'est basé sur comme année de référence pour l'instant sur 2020. Je vous invite aussi à consulter pour savoir si les communes sont éligibles ou non un site www.dotation-dgcl.intérieur.gouv.fr. Ça vous permet d'avoir l'extraction en fait des communes de notre région qui sont éligibles. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers notre service. Vous aurez mes coordonnées et vous pouvez également nous demander donc l'extraction. Donc voilà, donc je vous le disais, les communes qui sont éligibles, donc ce sont les communes qui sont éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale, donc la DSR, et les EPCI également qui ont acquis la compétence de restauration scolaire pour les repas servis dans les communes éligibles à la DSR. Et donc sont éligibles les investissements que je vous ai cités au préalable et qui feront l'objet en fait d'une catégorisation et d'un listing par la DGL. La période de soutien, donc, en fait, il faut engager les crédits en 2021, mais les paiements pourront être effectués pour services faits jusqu'en 2023. Et l'ouverture de l'appel à projet, je vous le disais tout à l'heure, devrait avoir lieu courant 2021 et par l'ASP. Ah. Donc maintenant qu'on connaît les personnes éligibles et les investissements qui sont éligibles à ces mesures, comment on fait quand on souhaite déposer un dossier concrètement? Donc l'ASP va lancer son appel à projet. On déposera donc un dossier de demande de subvention auprès de l'ASP, un dossier classique dans lequel on reprendra l'intitulé du projet, une description sommaire de celui-ci, les dates prévisionnelles de début et de fin de réalisation des travaux, ou d'achat du matériel et un budget prévisionnel. Donc ce budget prévisionnel devrait être motivé par des devis qui seront également à joindre en fait au dossier afin que le service instructeur ait une idée en fait des dépenses qui seront réalisées. Et de même, un engagement devra être signé de la part de la commune, un engagement dans lequel elle s'engage à augmenter la part de ses produits durables et de qualité dans les repas servis. C'est également en fait un document, donc la part des produits durables et de qualité, dont la part de produits bio, sera également un document à fournir en fait à l'ASP au moment de la demande du solde de subvention. Donc, une fois que le dossier est déposé, c'est l'ASP qui va instruire le dossier et qui va vérifier les conditions d'éligibilité. Elle va ensuite transmettre aux préfectures de département pour avis le dossier. L'ASP va notifier au porteur de la recevabilité de sa demande de subvention et transmettre une notification de décision d'attribution. Donc voilà, c'est ce qui est relativement classique dans toute demande d'aide. Et l'ASP pourra verser une avance de 30% du montant estimatif au porteur. Une fois que les travaux seront réalisés, le porteur devra donc justifier de ses dépenses auprès de l'ASP afin que l'ASP lui définisse le montant final de l'aide. Donc c'est un peu le service fait. Voilà. Et enfin, à la fin de la présentation, j'ai fait une petite diapo un peu synthétique qui fait un peu office de fiche récapitulative sur l'ensemble des éléments que je vous ai cités au préalable dans la présentation, ce qui vous permet en un coup d'œil en fait d'avoir l'ensemble des éléments de la mesure. Voilà.
Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, pour les questions, nous verrons tout à la fin, juste après la présentation des dispositifs de biocentre. Pardon? Non. Donc, j'ai vu passer quelques questions qui concernent les supports. Donc, les supports vous seront tous envoyés à la suite du webinaire avec les liens, avec les documents annexes, les listes et les différents, voilà, tout ce qui peut être, tout ce que nous aurons évoqué pendant le webinaire, ça vous sera envoyé. Et surtout, vous aurez aussi les coordonnées des différents intervenants pour pouvoir nous recontacter si vous avez des questions complémentaires ou des besoins, voilà, de précision. Donc, merci beaucoup Aurélie. Je reprends la main sur le diaporama pour vous présenter l'accompagnement du réseau Bio Centre Val de Loire. Alors, Biocentre, donc certains connaissent le réseau, d'autres ne le connaissent pas et en tout cas ne connaissent peut-être pas toutes les compétences qu'on peut avoir développées au sein du réseau Bio Centre Val de Loire. Donc, réseau biorégional, nous rassemblons des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, des consommateurs, des institutionnels, ainsi que des chargés de développement et des chargés de mission. Donc, tout ça fait que la vision que nous pouvons avoir est complètement globale et relativement exhaustive et tient compte de tous les maillons de la chaîne depuis la production jusqu'à la consommation. L'équipe alimentation, donc nous sommes deux, c'est une équipe qui est assez récente quand on a réécrit la stratégie alimentaire. Mon collègue Pascal Bolin, chef de cuisine expert, et moi-même. Et je dirais que cette équipe alimentation, elle est complétée par l'ensemble des chargés de développement des GAP sur le territoire. Donc, quel que soit le département dans lequel vous vous trouvez, vous avez un interlocuteur local qui, donc Axel Tréhin a parlé du GAPTO en Indre-et-Loire. Vous avez un interlocuteur qui sera là pour pouvoir répondre à vos questions et travailler sur vos projets et bien maintenir ce lien avec les producteurs. Il faut savoir que donc nous sommes effectivement un réseau qui travaillons avec les produits bio. Nous travaillons aussi avec les produits sous autres signes de qualité, sous label, principalement avec les produits bio. Ça reste le cœur de notre travail. Et ces filières bio qui étaient encore assez peu développées il y a quelques années, sont actuellement en train de se développer très fortement. On est d'ailleurs en train de sortir le dernier exemplaire des chiffres de la bio en région Centre-Val de Loire, qui montre une forte progression. Donc, cela va rendre les choses plus faciles parce que ça, c'est un fait. En région Centre-Val de Loire, nous sommes assez mal placés au niveau national, voire très mal placés. Et donc, il est plus compliqué pour nous que pour d'autres structures sur d'autres régions de s'approvisionner correctement en produits bio. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Et donc, je compléterai aussi cette équipe qui travaille sur la restauration à domicile et l'alimentation par un réseau de diététiciens et diététiciennes avec lesquels nous travaillons, qui sont des diététiciens formés par le collectif Les Pieds dans le Plat et qui donc ont une vraie compétence dans tout ce qui s'agit notamment des menus alternatifs et semi-alternatifs sur lesquels on se pose beaucoup de questions, sur lesquels vous avez besoin d'informations pour communiquer auprès notamment des parents d'élèves. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Gardez le côté alimentaire, nutrition et vérifier qu'on est bien dans les clous quand on change des menus qui sont des menus qu'on fait depuis des années, voire des dizaines d'années. Il faut être sûr de soi quand on propose des choses et nous, ça nous permet de garantir les menus qui sont proposés. Donc, la loi Egalim, vous la connaissez, 50% de produits durables sous signe de qualité, dont 20% de produits biologiques. Donc, j'en ai tiré que les 3 éléments qui peuvent être concernés aussi par les aides du plan de relance. Un repas végétarien par semaine et une lutte importante contre le gaspillage. L'accompagnement, quand on parle de 50% de produits durables et 20% de produits biologiques, quels produits acheter ? Comment les acheter, comment les cuisiner et comment les valoriser. Ça fait vraiment partie des questions qu'on est amené à se poser. Le repas végétarien par semaine, quels produits, quelles recettes, quelles techniques, quelle valorisation. Ce repas végétarien, on va voir un petit peu plus tard parce que ça fait partie des formations qu'on propose, mais qu'il est extrêmement important, non pas pour… nous sommes une association qui développe toutes les filières, dont les filières de production animale, et c'est extrêmement important de développer les filières animales, mais le fait de pouvoir réfléchir à un équilibre au niveau du budget
d'aller vers un mieux en termes de nutrition aussi, de diversifier les sources de protéines, font qu'on est amené à se pencher de façon importante sur ce repas végétarien, qui peut réellement être un levier, mais qui peut aussi être un sujet de tension, voire un menu qui, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut être aussi onéreux et aussi mauvais, je dirais, qu'un menu avec viande. Et la lutte contre le gaspillage, quel diagnostic, quelles actions, quelle communication. Faire des pesées, c'est une chose, mais faire des pesées pour avoir des chiffres, on en fait quoi derrière? Parce que c'est sûr, le gaspillage, lutter contre le gaspillage et ne plus gaspiller, et donc moins acheter, pour mieux acheter, c'est nécessaire. Mais travailler sur le gaspillage, c'est pas juste faire une pesée, avoir une courbe avec un suivi, et puis c'est tout. Quand ça se limite à ça, l'impact derrière n'est pas important. Et ce qu'on veut, nous, c'est que vraiment pouvoir rebasculer ce qui a été fait sur des actions concrètes. Alors, les formations principales qui sont proposées, élaborer et cuisiner des menus végétariens, j'en parlais tout à l'heure, élaborer et cuisiner des menus semi-alternatifs avec une diversification des apports en protéines. Il ne faut pas oublier, donc on peut aussi faire des menus avec moins de protéines carnées et en ayant des protéines autres, protéines végétales, mais aussi des œufs, mais aussi des produits laitiers qui sont aussi sources, qui viennent aussi d'élevages, qui peuvent être des élevages locaux, des élevages régionaux. Introduire et cuisiner des produits bio, dont les viandes bio. Donc ça, il faut apprendre à le faire, il faut apprendre à mieux le faire. Tout ce qui concerne des cuissons basse température, tout ce qui concerne le travail sur les fonds de sauce, tout ce qui concerne le travail aussi sur les légumineuses, qui concerne aussi les menus végétariens. Il y a des façons de les préparer, de les faire tremper, des techniques pour s'organiser aussi en cuisine, pour pouvoir avoir un temps suffisant. Madame Tréhin parlait bien de la difficulté parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agents, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, il faut les former, il faut aussi les accompagner pour qu'ils puissent s'organiser, pour que le fait maison ne devienne pas une contrainte et quelque chose qui soit vécu comme quelque chose de très compliqué. Et enfin, communiquer à destination des différents publics. Cette communication, elle va à la fois vers les citoyens, vers les parents d'élèves, elle va vers le grand public. C'est aussi une formation, une communication qui peut aller vers les élus pour que tous les élus des territoires soient au même niveau d'information et soient ensuite moteurs dans ces actions-là. Si les élus ne sont pas moteurs, on ne peut pas avancer sur le territoire. Là, je vous ai mis un exemple. Alors, bon, c'est un peu lourd sur une diapo, et c'était pour vous montrer un exemple de formation, d'un deuxième jour de formation, par exemple, sur l'introduction de produits bio. C'est une formation qui permet d'avoir à la fois un apport théorique et un apport technique. On se concentre beaucoup sur la technique pour faire. On est dans une cuisine et on fait des plats. On fait des plats et on les déguste. En ce qui concerne ces formations, donc forcément, ce sont des formations, enfin forcément, on aura la liste de ce qui sera concerné, mais c'est des formations qui vont être concernées par cette mesure 14, des formations autour de l'introduction de produits bio de qualité et la mise en place de menus végétariens. Pour les communes qui n'en bénéficient pas, il faut savoir que ce sont des formations qui peuvent être proposées via le CNFPT, et donc les agents de la fonction publique territoriale peuvent y participer via leur fonds de formation. Mais lorsque ce n'est pas le cas pour des structures privées ou autres, on a aussi la possibilité d'organiser ces formations. Et donc, Madame Tréhin, vous avez donné le coût. C'était un coût indicatif là qui dépendait aussi de l'organisation qui avait été choisie. C'est un coût qui reste quand même relativement modique pour pouvoir avoir cet apport global qui est quand même extrêmement important et qui permet de rassurer les agents en cuisine et de leur donner la possibilité de pouvoir faire du fait maison et de pouvoir introduire des produits notamment pour les menus végétariens de façon plus sereine, sans avoir cette crainte de ne pas être dans les clous. Donc là, c'est quelques exemples de formations qui ont été mises en place. Donc là, comme vous pouvez voir, c'était déjà en période un peu compliquée, qui ont été mises en place l'année dernière et qui devraient continuer cette année, on l'espère. Donc ce sont toujours des moments qui permettent d'avoir des échanges entre agents, qui permettent de revoir des techniques, d'avoir des différentes actions qui se mettent en place et surtout de consolider
des groupes, de consolider ou de former des groupes sur les territoires. Alors, je vais en reparler un petit peu après. Donc là, c'était aussi des actions de valorisation. Donc là, typiquement, pour citer une formation qui était intéressante et qui pourrait être reproduite, une action qui pourrait être reproduite, c'était dans le cadre du Pays du Giennois, dans lequel il y a eu 3 jours de formation à destination des agents, il y a eu une formation des élus, il y a des actions qui sont prévues pour continuer. Donc, c'est important que les partenaires sur le territoire soient moteurs et puissent donner un cadre à ces actions. Et c'est quelque chose qui pour nous montre vraiment des résultats concrets. Et communiquer aussi vers les convives. Ça, c'est un point qui est important. Donc là, je parlais d'accompagnements collectifs qui sont nécessaires. On a des accompagnements individuels avec comme ce qui a été fait à Reny, des diagnostics en cuisine qui permettent de faire le point sur le matériel, ce qui pourrait être changé, ce qui pourrait être modernisé, ce qui va bien, c'est intéressant d'avoir un avis professionnel et extérieur sur ce qui se passe dans votre cuisine. Et sur l'organisation aussi, sur l'organisation du personnel, les temps, le temps, la façon de distribuer le repas, etc. Appui à l'organisation des achats et à la rédaction des marchés publics quand c'est nécessaire. Les cahiers des charges, tout ce qui concerne les achats de produits quand on est au-dessus d'un certain seuil. Donc, souvent sur les petites communes, on est en dessous de ces seuils, mais c'est important de connaître les producteurs. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de pouvoir formuler les choses à votre niveau, d'avoir un interlocuteur auprès duquel vous pouvez formuler votre demande, vos besoins, qu'on puisse savoir combien de repas vous faites, de combien de produits vous avez besoin. Toutes ces choses-là, ça se devine pas, ça s'improvise pas. Il faut prendre le temps de le faire. Et c'est quelque chose qu'on est en mesure de faire. Le cas de la gestion concédée, donc ça, c'est un point sur lequel on peut aussi s'attarder. C'est-à-dire que il y a pas mal de communes qui fonctionnent en gestion concédée et on se dit souvent, voilà, c'est gestion concédée, on est face à des grosses structures de restauration collective, on peut rien changer. Et on peut rien changer et on a des produits qui vont être forcément d'une qualité moindre. C'est pas complètement vrai. On peut avoir du dialogue avec ces sociétés de restauration. C'est vous qui rédigez vos cahiers des charges et on arrive à faire bouger des lignes à condition qu'on prenne le temps, là encore une fois, de les rencontrer. Et nous, on est là pour vous accompagner, pour parler à ces interlocuteurs qu'on a souvent sur différents sites. Donc, plus on aura de sites qui vont dans le sens de vouloir faire bouger les choses, et plus on pourra faire bouger ces structures. Bien évidemment, on a aussi beaucoup de demandes sur comment remunicipaliser la restauration. Et ça, c'est des choses qu'on voit sur le territoire national et qu'on commence à voir sur notre territoire, avec des actions intéressantes de la part de communes et de petites communes. Je peux citer le cas d'une commune du Cher, la commune de Saint-Just, qui a mené une action extrêmement pertinente sur cette remunicipalisation. Donc, on espère bientôt pouvoir avoir un groupe d'élus pour pouvoir échanger sur ces sujets-là. Animation en restaurant scolaire, donc ça c'est le point dont je vous parlais tout à l'heure. C'est important de communiquer, c'est important que les personnels de restauration, même s'ils ne font que du réchauffage, et encore plus s'ils font la cuisine, puissent montrer ce qu'ils font et que ce soit valorisé auprès des scolaires et derrière auprès des parents d'élèves. Ce dialogue, il est nécessaire. On travaille sur ce point-là, notamment avec une commune du Loiret, et c'est vrai que quand on peut associer les parents d'élèves au sein d'une commission et qu'on peut exprimer les choses, on peut avoir des retours, c'est quelque chose qui nous permet d'éclairer les dossiers d'une façon un peu différente. Donc l'idéal, une action de territoire avec des accompagnements individuels. Il faut qu'il y ait des groupes de travail qui soient engagés, avec les élus, les techniciens et les acteurs. On peut mettre en place des formations collectives qui animent les groupes, qui maintiennent un lien entre les différents acteurs. Des audits, des diagnostics pour proposer des évolutions au sein des restaurants. Et un point qui est tout récent, qui est tout frais, qui va sortir cette année, c'est sur le territoire de la région Centre-Val de Loire en tout cas, c'est la communication et la valorisation en termes de surface, en termes de pratique à travers territoire bio engagé. Et je vais laisser la parole à Marine pour qu'elle vous présente rapidement cette action qui va être une action phare en 2020 et 2021 et qu'on espère pouvoir bien développer sur le territoire pour mettre en avant les actions menées sur vos communes. Marine, je te laisse la parole. Étant donné qu'il y a 2 diapos, je te passerai la diapo quand tu souhaiteras passer à la deuxième.
Bonjour, vous m'entendez? On t'entend bien. Ok, super. Effectivement, je suis Marine Carasset, chargée de mission territoire sur Biocentre. J'ai intégré l'équipe donc en octobre 2019 et je suis là pour développer notamment le label Territoire Bio Engagé, comme vous a dit Laure. Tu peux passer à la diapo suivante. C'est bon. Alors, le label Territoire Bio Engagé, il a été créé à la base par Interbio, donc l'interprofession bio Nouvelle-Aquitaine en 2012. Et il est basé sur les critères du Grenelle de l'environnement, qui étaient la surface agricole utile et l'approvisionnement en restauration hors domicile par des produits bio. Ces ambitions du Grenelle ont été réaffirmées lors du plan Ambition Bio il y a quelques années et sont affirmées aussi depuis l'année dernière par le plan Ambition Bio de la région Centre-Val de Loire. Et donc, on a la possibilité on a la volonté en fait de déployer ce label de valorisation et de communication à l'échelle de la région, comme 5 autres régions en France, qui sont Occitanie, Pays de la Loire, Bretagne, Hauts-de-France. Et donc, on a 2 critères possibles qui ne sont pas cumulatifs, donc qui sont bien et ou, qui sont la surface agricole utile bio de la commune et le seuil d'approvisionnement par produit bio en valeur d'achat. Les seuils minimums donc, sur la région Centre-Val de Loire sont de 7% pour la surface agricole utile, étant donné que la SAU bio à l'échelle régionale est de 4%. On est donc un peu plus que la moyenne. Néanmoins, on reste dans un pourcentage qui est accessible. Avec aussi en lien et un lien de cohérence avec le SRADET, donc le schéma régional d'aménagement, de développement et d'équilibre des territoires, qui a été validé en début 2019, il me semble, de 7% de SAU bio à l'échelle régionale en 2025 et 15% en 2030. Ce seuil pour ce critère pourra bien sûr évoluer si la moyenne régionale évolue positivement. Et puis ensuite, on a un deuxième seuil pour l'approvisionnement RHD qui est là de 20% par rapport à la valeur d'achat et qui est en cohérence avec la loi Egalim et puis les choix des autres aussi interpro au niveau national. Ce label, il a vraiment une volonté de valoriser en fait les démarches qui peuvent être portées par les collectivités ou les établissements. Il a aussi une volonté de communiquer auprès des différents publics extérieurs aux institutions, donc les habitants, les parents d'élèves. Il a aussi une volonté de valoriser le travail des agents des collectivités ou des établissements, ainsi que des entreprises et des agriculteurs du territoire. Puisqu'on sait qu'effectivement, la surface agricole utile est aussi en lien avec cette dynamique économique du territoire qui est un enjeu en fait territorial important. Pour être labellisé, c'est assez simple. Il y a en fait un site internet qui est territoirebioengagé.fr qu'on pourra vous transférer, où vous avez une plateforme où vous créez votre compte, vous remplissez en fait les champs du formulaire et puis nous recevons votre candidature. J'instruis moi-même les dossiers, je vérifie les documents justificatifs. Ensuite, il y a le passage devant le jury et puis une remise du label avec une remise de diplôme, un kit de communication, différents documents qui vous aideront à communiquer sur ce label et puis un panneau d'entrée en fait de communes qui permet de bien valoriser les communes labellisées. Ce label, il est renouvelé tous les ans pour la restauration collective, tous les 2 ans pour la surface agricole utile. Laure, je te laisse changer. Là, vous avez la carte du coup de la région Centre-Val de Loire avec en vert les communes dont la surface agricole utile est supérieure à 7%, qui donc théoriquement sont éligibles au label Territoire Bio Engagé. Et en rouge, les communes dont la SAU est inférieure.
Donc, on a 314 communes éligibles sur le territoire régional, voilà, qui sont… Alors, effectivement, vous ne pouvez pas voir le nom des communes, parce que sinon, en fait, on ne verrait rien. Donc, deux possibilités. Soit vous pouvez nous envoyer un message, un mail, il y aura nos coordonnées à la fin de la présentation pour pouvoir savoir si votre commune est éligible. Sans problème. J'ai regardé Rosny tout à l'heure. Rosny est donc éligible pile poil au seuil de base de 7%. C'est une bonne nouvelle. Voilà pour moi. Merci Marine. Donc, voici effectivement les coordonnées des différents intervenants lors de ce webinaire. On va passer aux questions. Je sais qu'il y en a pas mal sur le chat. Je ne sais pas si Myriam, tu as pu faire le point ou si je les reprends au fil, je remonte le temps. À ta convenance, Laure. Alors, quelle est la définition d'un produit local? Périmètre, distance. Alors, c'est très clair, il n'y a pas de définition du produit local. Ou alors, il y a autant de définitions qu'il y a de personnes. La définition d'un produit local, c'est vous qui la donnez. C'est bien pour ça d'ailleurs que dans la loi Egalim, on n'a pas d'allusion à ces produits locaux. Il y a eu des erreurs au début qui ont été faites sur les 50%. Ces 50%, c'est bien des produits sous signe de qualité. La notion de local ne peut pas apparaître dans les marchés publics. Donc, un produit local, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on se donne des objectifs, on se donne sa propre notion du local. Bien sûr, il y a des notions qui peuvent être assez cohérentes. C'est-à-dire, un produit local, c'est le produit qui peut être auprès duquel on peut obtenir le plus près possible de l'endroit où on le consomme. Sauf que ça, c'est quelque chose dans des cahiers des charges qui peut pas être écrit de cette façon-là. Donc, tout dépend du contexte. Soit on veut se donner, on fixe des objectifs et on se dit, on veut vraiment aller au plus près pour certains produits. Et dans ce cas-là, le produit local, ça va être celui qui est dans le département, celui qui est dans la région, celui qui est dans la région plus les régions limitrophes. Soit on reste juste sur quelque chose d'un peu plus strict et on se dit, moi, mon produit local, c'est à 100 km, à 200 km, etc. Donc, c'est pas une vraie réponse, mais cette réponse, on l'adapte en fonction de la demande, et le tout, c'est qu'on soit cohérent par rapport à ça. En fonction du territoire, là encore une fois, je reviens sur ce qu'on a pu voir en termes de maillage de la région Centre-Val de Loire en producteurs bio et locaux, ou même sous signe de qualité, sans parler de produits bio, on est assez faiblement doté. Donc, ou alors très doté sur certaines productions et pas beaucoup sur d'autres. Donc, ça demande réellement d'avoir une démarche qui soit progressive. Et c'est ce qu'on fait là encore une fois dans les cahiers des charges, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une progressivité pour que l'approvisionnement au plus près se fasse en même temps que le développement des filières. C'est la seule façon plus tranquille et qui ne va pas bouleverser les choses et qui va pas faire qu'on va s'approvisionner, qu'on va mal s'approvisionner, qui pourrait arriver. Il y avait une question, Laure. Oui. C'est le CIVOP le Tieulin, je ne vais pas faire de bêtises. Combien le prix de revient du repas sans le personnel et sans les charges? Donc ça, c'était une question adressée à la mairie de Rosny. Alors, vous pouvez me répéter la question? C'était le coût? Alors, le prix de revient du repas Le prix de revient sans les charges et… j'ai perdu… Voilà, sans le personnel. Et sans les charges, voilà. Donc, le coût denrée. Oui, le coût denrée. Alors, le coût denrée, c'est 30 000 € et par repas. Alors, en 2019, attendez, je dois l'avoir là sous les yeux, c'était 1,25. Ce qui n'est pas élevé, hein. C'est pas un coût, c'est pas très élevé. Voilà, ça pourrait être un peu plus. Donc, on a une marge de… C'est bon? Oui, merci beaucoup. Ensuite, on avait une question de la cantine Saint-Hippolyte. Quelles aides pour un diagnostic complet, Laure? Alors, les aides pour le diagnostic complet, pour le moment, on est soit effectivement sur le plan de relance, on comptait dessus pour certaines communes, celles qui vont pouvoir en bénéficier. Pour les autres, pour le moment, on n'a pas d'aide spécifiquement ciblée pour ce diagnostic.
D'où l'intérêt d'être dans des actions de territoire sur lesquelles on va pouvoir atteindre et prétendre à des financements européens ou à des financements ADEME, etc. Des choses qui soient un peu plus qui soient à l'échelle du territoire. On n'a pas d'action, on n'a pas de financement direct. Enfin, après, il peut y avoir via les CRST, via des dispositifs comme cela. Il faut que ça s'analyse en fonction des cas particuliers. Merci Laure. Et ensuite, on Et a juste par contre, sur le fait que ce diagnostic, enfin, vous avez vu le coût qui a été énoncé par Madame Tréhin sur sa commune. On est une association qui fait du développement local, donc on a besoin de payer nos salariés. Mais par contre, on fait vraiment en sorte que ce soit le plus adapté possible aux communes avec lesquelles on travaille, et on fera toujours en sorte que ce soit quelque chose qui reste relativement modique. On a quand même des financements publics. On a un fonctionnement qui est celui d'essayer d'être au plus près d'une réalité de terrain qui est celle des communes. Ensuite, on a une question du PNR Loire-Anjou-Touraine. Est-ce que l'année de référence DSR sera obligatoirement 2020? Quid des communes qui en bénéficiaient en 2019 ou en bénéficieront en 2021? Je pense que là, c'était au moment où on avait l'intervention de la DRAF de mémoire. Aujourd'hui, je n'ai pas plus d'informations. On a interrogé le national qui nous a dit que pour l'instant, on n'avait pas d'informations sur l'année de référence. Donc, il faut attendre vraiment la sortie du cahier des charges là, pour avoir l'information. Ensuite, on avait une question de la cantine Saint-Hippolyte. Sur quels critères les communes sont-elles éligibles? Et sur quel coût faut-il partir pour être accompagné? Donc ça, alors, tu viens d'y répondre. Et sur les critères éligibles, Aurélie Thomas. C'est vraiment les communes ou les EPCI qui sont éligibles à la DSR en fait. Et après, si on est éligible à la DSR, on peut prétendre à répondre en fait à l'appel à projet de l'ASP. Et ensuite, c'est en fonction du type d'investissement qui sera choisi si elle fait bien partie de la liste des investissements éligibles. Entendu. Laure, on avait une question aussi sur est-ce que les communes peuvent être accompagnées lors de la création de l'appel d'offres pour changer de prestataire et faire en sorte d'être en adéquation avec les critères, les nouveaux critères? Complètement. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là, et que c'est la façon dont on rédige le cahier des charges qui va faire qui va conditionner pas mal de choses par la suite. Ça fait pas tout, mais ça en fait quand même beaucoup. Donc c'est un temps sur lequel il est important de passer pas mal de se poser et de le faire. Donc ça, on peut vous accompagner sans problème pour passer. Ça peut être à la fois sur la partie rédaction, sur le lien avec le sourcing, mais vraiment pour se fixer une série de critères qui sont importants. Reni parlait de certains produits qui ont été ciblés, sur lesquels ils se sont concentrés parce qu'ils avaient de l'importance pour eux. On fonctionne un peu de cette façon-là, c'est-à-dire soit en fonction des producteurs qui sont à proximité, soit des produits qui tiennent à cœur au niveau de la commune et sur lesquels on va s'attacher à donner du sens et à les passer en bio et à les passer en local, ou à réfléchir sur ces produits-là parce qu'il y a une importance au niveau de l'alimentation, au niveau de l'impact que ça va pouvoir avoir. Donc ça, c'est sans problème, on peut vous accompagner pour la rédaction des cahiers des charges, pour la rédaction des appels d'offres, pour sélectionner les candidats, pour vous aider à vous accompagner avec des grilles de sélection qui soient les plus simples et les plus objectifs possibles et qui permettent d'arriver à ce qu'on souhaite. Et c'est-à-dire, malgré tout, à réussir à cibler des producteurs locaux, même si on ne peut pas le faire apparaître dans les marchés publics. C'est quelque chose qui va dans le développement économique de nos territoires et qui a aussi du sens au niveau des transports et au niveau du maillage du territoire qu'on veut avoir. Donc, la réponse est oui. Ok, on a aussi une question. Est-ce que, en l'absence d'éligibilité au plan de relance, est-ce qu'on peut trouver des financements sur les PAT, par exemple? Oui, si le projet est rattaché, enfin si la commune en fait est en capacité de montrer qu'elle est rattachée à un projet d'alimentaire territorial, il n'y a aucun souci. Dans le cadre du projet global, il est possible qu'en effet les mesures sur la restauration scolaire puissent être prises en charge dans le cadre de cette mesure, de la mesure 13 du plan de relance qui porte sur les pathways. Super.
La commune de Preuilly-sur-Claise qui demande si elle peut prétendre à une subvention avec 60 repas par jour. Oui, puisque c'est oui, oui, tout à fait, d'après les plafonds que j'ai présentés. Alors, attendez, il faut que je reprenne mon musique. Tac, mais oui, oui, puisque en fait, le plancher inférieur à 23 repas par jour servi, on a une subvention de 3 000 €. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, on avait une question de Monsieur Mo qui dit que son restaurant scolaire sera construit d'ici 2 ans. Est-ce qu'il peut néanmoins s'inscrire dans l'appel à projet? Alors là, étant donné qu'il faut que les fonds soient engagés en 2021 avec un paiement jusqu'en 2023, bonne question. Si la signature des travaux est effectuée en 2021, je suppose, alors ça, il faudrait quand même qu'on se renseigne, mais je suppose qu'en effet, c'est éligible. Ok, ensuite on avait une question sur... On se propose juste de vérifier et puis de donner. Oui, en effet, ça, je propose de creuser et de redonner une réponse suite à ce webinaire. Il faut qu'on se renseigne au niveau national. Alors ensuite, il y a quelqu'un qui nous interpelle pour savoir si on travaille avec un organisme dans le Perche qui référence des produits bio pour la restauration collective. Alors, à toute fin utile, le site Biocentre vous propose une cartographie en fait des différents opérateurs de la filière bio en région Centre-Val de Loire. Donc dans ce cadre-là, vous pouvez identifier des partenaires avec lesquels vous pourrez travailler. Mais en l'occurrence, Laure a très bien évoqué tout à l'heure l'accompagnement Biocentre sur notamment l'aspect du sourcing et l'accompagnement à la rédaction des cahiers des charges et des appels d'offres. Donc on est tout à fait en capacité de vous accompagner là-dessus. Laure, je ne dis pas de bêtises. Non, non, tout à fait. Et puis dans le Perche, de toute façon, on travaille sur le territoire avec des structures qui sont déjà. On sait que voilà, la logistique, l'approvisionnement, c'est des sujets qui sont un peu les points, les points qui coincent dans la plupart des dossiers. Donc on est en relation dans le Perche avec 1000 Perches, avec AGT Fourchette sur une partie de l'Indre, avec des structures. On aide à construire des structures que l'organisation entre producteurs se passe de la façon la plus fluide possible. Donc oui, la partie sourcing et la partie travail avec le terrain, c'est des choses qu'on fait en permanence et en fonction des territoires. Voilà, ça il y a des enjeux forts, c'est très motivant de travailler avec des producteurs et d'accompagner des producteurs dans leur développement, mais la contrepartie, c'est qu'il faut accepter ce côté en construction qui est encore le cas sur pas mal de territoires. Et alors, autre question, est-ce qu'on peut actionner plusieurs leviers en même temps, PAT, plan de relance, autres subventions? On peut activer plusieurs subventions. Ça va dépendre du régime d'aide auquel on se réfère par rapport au type d'investissement. Rien n'empêche en fait d'être dans un PAD, de demander des aides au niveau du plan de relance pour un projet et en même temps d'avoir également un projet sur la cantine scolaire et de candidater donc à la mesure 14. Après, sur les cofinancements, sur une même mesure, si c'est ça la question, ça demande quand même d'être expertisé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment attendre quand même le cahier des charges avec le cadrage financier. Et alors, j'en profite, Madame Thomas, aussi, autre question. Est-ce que si je ne suis pas une commune, mais un syndicat ou une association qui porte la restauration scolaire sur le territoire, est-ce que je suis éligible ou pas? Nous, l'information qu'on a, c'est les communes ou les EPCI qui ont en fait la compétence de restauration scolaire pour les communes qui sont éligibles. Donc, Pas le d'autres cas échéant, structures. la demande doit émaner de la commune pour qu'éventuellement les fonds ensuite puissent être peut-être réattribués. C'est ça. Ouais. Et pour réattribuer, donc ça c'est pareil, il y a une expertise en fait au niveau national sur la possibilité en fait de réattribuer les fonds. Aujourd'hui, ce n'est pas certain.
D'accord. On avait déjà eu la question qui nous avait été remontée par l'autre structure et on avait interrogé au niveau national. Et ça, sur la réattribution des financements, c'est pas si clair. Mais en tout cas, c'est bien une collectivité ou un EPCI qui a la compétence qui doit émarger au plan de relance. C'est eux qui sont éligibles. Bien, alors du coup, pour préciser sur les questions de où est-ce qu'on peut trouver le dossier, le lien, etc. Donc pour conforter ce que disait Laure tout à l'heure, vous trouverez tous ces éléments. Alors nous, on va les publier sur le site Biocentre. Donc vous retrouverez les présentations que vous ont proposées nos intervenants, mais également la vidéo du webinaire avec les liens évidemment pour retrouver tous les supports et les contacts qui vous semblent intéressants à poursuivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat à ce stade? Je ne vois pas de nouvelles questions, des remerciements. Merci à vous surtout d'avoir été là très très nombreux. Et puis sans vouloir m'avancer, je pense qu'on est toutes, j'allais dire tous, mais en fait c'était féminin ce webinaire, en tout cas dans la présentation aujourd'hui. Toutes très contentes de vous avoir eu à nos côtés et puis de constater que ça suscite de l'intérêt et de la motivation. Voilà, on estime en tout cas nous chez Biocentre que ça va dans le bon sens, que de proposer ce qu'il y a de mieux à nos jeunes bambins. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Laure, est-ce qu'il y a un complément? Non, non, on va reprendre bien les questions du chat pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres, on ne soit pas passé à côté de certaines demandes. Donc, les listes de communes, on va vous les renvoyer pour que vous soyez bien, voilà, vous soyez bien calés dessus. Et bien évidemment, on fera passer tous les documents et toutes les informations à l'ensemble des participants pour encore une fois, ne rien laisser de côté. Et on se tient à votre disposition sur vos demandes, sur vos interrogations. Vous n'hésitez pas à nous contacter, on répondra.